Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe avec deux invités exceptionnels. D'abord le bruxellois Olivier de Scutter, aujourd'hui rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté. Il nous dira si la pandémie fabrique des pauvres. Et puis Pierre Laruturu, député européen français qui mène actuellement une grève de la faim ici au Parlement européen pour éviter que ce ne soit le citoyen qui paye la crise. Il a quelques idées, explications dans cette émission. On se retrouve sur l'esplanade du Parlement européen à Bruxelles avec Olivier de Scutter. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste du droit international et vous venez d'être nommé rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté. La pandémie actuelle, elle fabrique des pauvres dans le monde entier, mais aussi en Europe, en Belgique, à Bruxelles. Oui, bien entendu, la pandémie du Covid-19 non seulement affecte notamment les personnes en grande pauvreté qui ont des logements trop étroits pour respecter les règles de distanciation physique, qui sont souvent des travailleurs, travailleuses manuelles, qui donc doivent aller travailler au risque d'être contaminés ou bien au risque de perdre leurs revenus. Et ce sont aussi des personnes qui présentent souvent des comorbidités, des personnes spécialement vulnérables au virus en raison de ce qu'elles ont une nutrition peut-être moins diversifiée, qu'elles ont des taux d'obésité qui sont un facteur de risque. C'est quoi un pauvre en fait ? Pardon ? C'est quoi un pauvre en fait ? Alors, il y a différentes définitions de la pauvreté qui existent et en Europe, on retient une définition des personnes en risque de pauvreté à partir de trois critères. Les personnes qui ont des revenus qui sont en dessous de 60% du revenu médian dans l'État. Ce sont des personnes aussi qui ont des parents ou des membres du ménage adulte qui travaillent à moins de 20% de leur capacité. Et ce sont enfin des personnes qui subissent des privations matérielles aiguës, c'est-à-dire qui sont obligées de se priver de certains biens essentiels en raison du manque de revenus. Donc on a trois critères qui ensemble définissent les personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont les plus à risque en raison de l'épidémie. Ce sont aussi les personnes les plus menacées de la crise économique et sociale majeure qui s'annonce, avec des faillites d'entreprises en chaîne qui vont se confirmer dans les mois qui viennent, et des filets de sécurité sociale qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour permettre aux gens de ne pas tomber dans la pauvreté, mais qui aujourd'hui vont montrer progressivement leurs limites, avec des déficits publics qui explosent et un risque que les États, pour combler ces déficits, recourent à des politiques d'austérité au détriment des filets sociaux. Ce que vous dites, c'est que les gouvernements ont pris des mesures pour venir en aide aux pauvres, mais finalement, ces mesures, elles ne vont pas nécessairement à ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, ces mesures sont très nombreuses et très impressionnantes par leur ampleur, mais elles présentent deux limites majeures. Un, ce sont souvent des mesures temporaires qui parfois n'ont duré que pendant les périodes de confinement imposées, qui ont été parfois prolongées en raison de la seconde vague qui maintenant traverse l'Europe, mais qui ne sont pas appelées à durer. Et donc, c'est après cette période-ci qu'on va voir les principaux impacts sur la pauvreté, quand ces garanties sociales, ces mesures sociales vont être progressivement démantelées. Et puis ces mesures n'étaient pas accessibles à tout le monde, notamment à cause de la fracture numérique. Oui, alors il y a toute une série d'obstacles qui, paradoxalement, font que les personnes en grande pauvreté ne parviendront pas à obtenir les allocations, les soutiens qui en principe devraient leur être destinés. Il y a par exemple à Bruxelles des études qui montrent qu'un ménage sur 4 qui devrait pouvoir avoir droit au revenu d'intégration sociale, en fait, ne réclame pas le bénéfice de ce revenu parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils n'ont pas le temps de remplir les formulaires, parce qu'ils ont un accès difficile à Internet ou n'ont pas nécessairement la capacité de passer par tous les obstacles administratifs qui s'imposent. Et donc on a des personnes, notamment en grande pauvreté, qui ne bénéficient pas des aides qui sont en principe destinées à les sauver de l'extrême pauvreté. Et donc malheureusement, on a des programmes de sécurité sociale qui sont bien intentionnés, mais ne sont pas toujours pensés pour les personnes
dans les situations les plus précaires. Finalement, Donald Trump a été très social parce qu'il a attribué une aide de $1000 à peu près à tous les citoyens américains sans condition. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on a eu des mesures impressionnantes par leur ampleur pour protéger les ménages de la pauvreté, mais c'était pour pallier les lacunes énormes du système de protection sociale américain, et c'était indispensable parce qu'aux États-Unis, la protection en termes de soins de santé demeure très faible. Et par conséquent, la crise a notamment affecté les ménages dont un des membres avait été contaminé et qui n'ont pas su faire face à des dépenses extraordinaires occasionnées par la pandémie. Donc les États-Unis ont réagi, mais ils ont réagi pour combler je dirais des trous très importants dans leur programme de protection sociale. Est-ce que l'Europe a donné l'exemple, notamment en matière de solidarité Alors l'Europe a développé toute une série de mesures qui ont permis aux États de faire face à la crise dans l'immédiat, notamment un programme pour l'équivalent de 100 milliards d'euros de soutien au programme de chômage partiel que les États ont mis en place. C'est un programme qui s'appelle SURE. Et par ailleurs, on négocie encore entre le Parlement européen et le Conseil cet impressionnant programme de relance et de résilience, de réponse au Covid, qui s'appelle Next Generation EU pour 750 milliards d'euros. C'est très impressionnant, même si l'accord politique n'est pas encore obtenu et donc le programme ne peut pas être mis en œuvre. Mais n'oublions pas que ce programme va aller en partie aux pays frappés le plus par la pandémie, moyennant certaines conditions. D'abord parce qu'une partie de ces 750 milliards, ce sont des prêts soumis à des conditionnalités, et puis que même les subventions que reçoivent ces pays vont faire l'objet d'une surveillance de la part du Conseil de l'Union européenne, des États membres, pour s'assurer que l'argent soit bien dépensé. Et donc, il y a un risque que des contraintes macroéconomiques sévères s'imposent qui vont réduire, au fond, la possibilité pour les États de véritablement aider leur population. Alors ce plan de 750 milliards, il va falloir le rembourser et vous soutenez Pierre Larrouturou, qui est un député européen français qu'on va rejoindre d'ailleurs et qui vient de partir dans une grève de la faim pour éviter que ce ne soit le citoyen qui rembourse ce plan. Et il a une petite idée, c'est de faire payer ceux qui ne payent jamais, à savoir les spéculateurs. C'est une bonne idée ? Oui, donc on a, si vous voulez, entre 2028 et 2058, pendant 30 ans, l'Union européenne va devoir rembourser ces 750 milliards d'euros qu'elle va emprunter sur les marchés à des taux très favorables, puisque les investisseurs ont confiance dans la capacité pour l'Union européenne de rembourser ces prêts. Mais évidemment, il va falloir dégager des ressources pour rembourser ces montants, et c'est à mes yeux une opportunité unique de faire faire à l'Europe un saut fédéral en augmentant ses ressources propres. Par exemple, par une taxe carbone aux frontières, qui peut rapporter jusqu'à 14 milliards d'euros par an, par exemple en taxant les GAFAM, les entreprises du numérique, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ou bien effectivement en imposant une taxe sur les transactions financières pour réduire la tentation de la spéculation financière. Et c'est ce combat que conduit aujourd'hui le député européen Pierre Larrouturou, qui s'est mis en grève de la faim pour demander qu'on instaure cette taxe qui peut rapporter jusqu'à 50 milliards d'euros annuellement. Et cette grève de la faim, elle vise à provoquer un déclic parce qu'aujourd'hui, nous avons une dizaine d'États dans l'Union européenne qui acceptent le principe de cette taxe sur les transactions financières sous forme d'une coopération renforcée, un noyau dur d'États, mais il faut élargir aux 17 autres États membres de l'Union européenne, y compris la Belgique, la France, qui jusqu'à présent la Belgique a été réticente, et il y a moyen de faire bouger les lignes à travers ce genre de revendications. Olivier Descuter, merci de nous avoir accordé cette interview. On va rejoindre Pierre Larrouturou. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir me suivre parce que ce Parlement européen est actuellement interdit, inaccessible aux visiteurs extérieurs. Mais vous aurez l'occasion de poser une question à distance à Pierre Larrouturou. Et moi, je me dépêche maintenant de grimper jusqu'à notre plateau au sein du Parlement européen.
Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen et vous venez d'apercevoir quelques images de Pierre Larrouturou qui s'est installé ici au sein de ce Parlement pour mener sa grève de la faim. Pierre Larrouturou, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen, fondateur de Nouvelle Donne. C'est une petite formation de gauche en France qui fait partie du groupe socialiste au niveau européen. D'abord, première question très simple. Comment ça va? Ça fait un peu plus d'une semaine que vous avez commencé cette grève de la faim. Écoutez, ça va très bien. Le médecin du Parlement veut qu'on se voit tous les jours parce que les médecins étaient inquiets au début. J'ai perdu 6 kilos, mais tout va très bien. Mon foie marche très bien, mes reins, je bois beaucoup d'eau et je mets des sels minéraux. Donc tout va très bien. Et le moral est très bon parce que toutes les demi-heures, il y a des gens qui nous soutiennent. On a des gens très, très différents qui nous soutiennent en disant oui, c'est le bon moment de taxer la spéculation pour avoir de l'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour l'emploi, pour éviter une catastrophe sociale. Donc vraiment, je me sens en équilibre avec ma conscience. Il y a quelques députés qui me disent « Mais Pierre, tu n'es pas un activiste, tu es rapporteur général du budget, ça ne se fait pas. » Mais moi, je trouve que ça se fait parce que ce qu'on est en train de négocier, c'est le budget pour les 7 prochaines années. Et si pendant 7 ans, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour la recherche, pas d'argent pour le climat, c'est une catastrophe. Donc je me sens vraiment en droite ligne avec ma conscience, je me sens très bien. Et c'est une grève en particulier pour obtenir l'adoption de cette fameuse taxe sur les transactions financières. Pour faire simple, vous voulez faire payer ceux qui ne payent jamais, les spéculateurs, c'est ça? C'est très simple. Chacun de nous, quand il fait ses courses, il paye de la TVA. Vous et moi, on paye 20% en gros pour les achats normaux et même pour les denrées alimentaires, même pour juste manger. En Belgique, c'est 6% et en France, 5,5% de la TVA de base. Donc même quelqu'un qui vit dans la rue ou quelqu'un qui vit avec le minimum vieillesse, on lui demande de payer 5% ou 6% de TVA pour payer les services publics. Et par contre, pour ceux qui spéculent, pour ceux qui vont sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0. Donc c'est juste scandaleux. Je trouve ça obscène. Je trouve ça obscène qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour l'emploi, pas d'argent pour la coopération, alors que les marchés financiers n'ont jamais été aussi hauts. Donald Trump a fait un tweet il y a un mois pour dire c'est génial, le Nasdaq est à un niveau jamais vu. Donc on peut taxer un peu, 0,1%. Ils ne vont pas mourir, hein. 0,1% à chaque action, à chaque fois qu'il y a des actions. Et ça, à la fin de l'année, vous avez 50 milliards. Et si vous avez 50 ou 60 milliards à la fin de l'année, on peut vraiment aider les hôpitaux, on peut vraiment aider à faire des transports en commun, isoler les bâtiments et gagner la bataille du climat et créer des millions d'emplois dans toute l'Europe. Et ça évitera en quelque sorte que ce soit le citoyen seul à rembourser ce fameux plan de relance de 750 milliards, à payer la crise en quelque sorte. Ce que disait Olivier de Schutter est très clair, c'est qu'il y a le plan d'urgence, tous nos pays vont recevoir beaucoup d'argent pendant 2 ans ou 3 ans. Mais après ça, il faut le rembourser. La Belgique doit rembourser 17 milliards, la France doit rembourser 67 milliards. Donc qui c'est qui va payer cet argent ? Est-ce qu'on va augmenter les impôts sur tout le monde? Est-ce qu'on va couper dans la santé, dans les pensions, dans les retraites? Ou est-ce que ces 17 milliards ou les 67 milliards seront remboursés par la taxe sur la spéculation et les 67 milliards resteront en France pour la santé et les retraites? Les 17 milliards resteront en Belgique pour la santé et pour les pensions. Donc c'est un choix, ce n'est pas du tout un problème technique. Il y a des gens qui disent « putain, j'y comprends rien, le budget, c'est technique ». Pas du tout, c'est très concret. J'ai des amis qui travaillent à l'hôpital en France, ils disent que déjà il y a 1 an, les urgences étaient en grève parce qu'ils étaient à la limite du burn-out déjà il y a 1 an. Donc si on veut autant de suicides chez les infirmières que chez les paysans, il faut continuer comme ça. Mais alors, cette taxe, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a des tas de pays qui approuvent cette idée, ce projet. Qu'est-ce qui bloque ? Il y a un lobby bancaire qui est très fort. Tous les jours, on fait un Facebook Live avec des gens qui nous soutiennent. Je suis seul au Parlement, mais tous les jours, on est 1000 ou 2000, et puis il y a des gens qui viennent nous voir. Ça veut dire qu'il y a des responsables politiques qui écoutent les lobbies. Pardon, juste, j'étais avec Nicolas Hulot. Il y a Nicolas Hulot, l'ancien ministre français, qui est un grand copain, qui est venu nous soutenir. Et vous vous souvenez peut-être, il y a 2 ans, Nicolas Hulot a démissionné en disant Emmanuel Macron me dit des choses gentilles, mais il ne fait rien concrètement. Parce qu'il y a un lobby du pétrole qui veut continuer à vendre du pétrole, et il y a un lobby financier qui veut continuer à faire des bénéfices. Et le lobby bancaire ne veut pas qu'on lui prenne 50 milliards. Chaque année, il y a des dizaines de milliards qui sont donnés aux traders et des dizaines de milliards qui sont donnés aux actionnaires. Voilà. Donc nous, juste, on dit que quelqu'un qui a 10 millions de bonus chaque année, peut-être que s'il a juste 1 million ou 500 000, il y arrivera. Il y a plein de gens qui arrivent à vivre très très bien sans 1 million de... Voilà. Non mais il faut... Moi, je suis d'une famille de rocardiens, de... Voilà. Pierre Mendès France est un grand homme en France, il disait « gouverner, c'est choisir ». Gouverner, c'est choisir. Les 50 milliards, est-ce qu'on les laisse à la spéculation, aux traders, aux actionnaires, ou est-ce que les 50 milliards, on les met pour le bien commun? Mais alors, quel pays bloque en particulier la France? C'est la France, hélas. J'ai montré l'autre jour, devant mes collègues de la Commission des budgets, une lettre du ministre autrichien des Finances qui dit « l'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur la spéculation, la vraie,
celle qui taxe tous les produits. Et il dit, hélas, la position de la France fait que seulement 1% des produits seront taxés. La position de la France dit que 99%, 99%, comme on dit ici, 99% des transactions ne seraient pas taxées. Et le dernier paragraphe est assassin pour la France. Si la position française l'emporte, l'Autriche quitte la salle de négociation. Donc aujourd'hui, hélas, mais ce n'était pas mieux, pour être honnête, avec François Hollande et Michel Sapin. Hélas, c'est François Hollande et Emmanuel Macron, d'ailleurs je crois qu'ils ont travaillé ensemble, sont tous les deux, hélas, le porte-parole du lobby bancaire. Certains contestent la manière dont vous procédez, cette action assez forte, hein, une grève de la faim. Est-ce que ce n'est pas l'échec en quelque sorte de la démocratie parlementaire? Mais c'est qu'on est dans un système très peu démocratique. D'abord, il faut dire quand même que j'ai réussi à réunir presque 80% des députés derrière ces propositions. Hein. L'autre jour, j'étais en négociation officielle avec la ministre allemande et le président de la commission des budgets a dit « Je laisse la parole au rapporteur général ». Il a commencé hier une grève de la faim, mais hier, son rapport sur le budget est approuvé par 6 groupes politiques. Et devant la ministre allemande, il a dit c'est la première fois qu'il y a 6 groupes politiques différents qui votent un projet de budget. Mais vous le disiez vous-même. Pardon, c'est pour dire que je ne suis pas isolé. Je suis rapporteur du budget et j'ai le soutien de 6 groupes politiques. Mais certains députés disent, vous le disiez, vous y faisiez référence il y a quelques instants, certains députés disent là, Pierre Larouturou, il fonctionne comme un militant, un activiste. Mais oui, je suis un militant. Député, oui, j'ai des enfants. Oui, je ne me regarderai pas dans la glace. Ce qu'on vote, c'est pour le budget pour les 7 prochaines années. C'est très bizarre. Dans chaque pays, en Belgique, en France ou en Allemagne, il y a un budget nouveau chaque année. Et chaque année, on peut parler d'une réforme fiscale. Mais au niveau européen, c'est pour les 7 prochaines années. Et on n'a plus que 15 jours pour finir. Donc pendant 7 ans, s'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pendant 7 ans, s'il n'y a pas d'argent pour la recherche, les chefs d'État ont coupé 19 milliards dans la recherche. Pendant 7 ans, s'il n'y a pas d'argent pour isoler les maisons, pour gagner la bataille du climat, c'est foutu. Mais ça, c'est sur le fond, tout le monde est d'accord, mais sur la forme... Non, mais on est dans un système très peu démocratique. La vérité, c'est qu'on est dans un système très peu démocratique, où le Parlement européen, il y a vraiment une bonne ambiance, on travaille ensemble. Moi, je suis quelqu'un de gauche, mais je travaille avec les gens de droite, avec les écolos, avec... Voilà. Vraiment, c'est 6 groupes politiques qui ont voté la semaine dernière le rapport que je propose, mais le Parlement a très peu de pouvoir, c'est les chefs d'État qui ont le plus de pouvoir, et il suffit qu'il y ait un chef d'État important, tous les chefs d'État sont importants, mais si c'était un petit pays qui bloquait, on avancerait. On sait bien quand même que la France a pas mal de pouvoir. Et hélas, aussi bien François Hollande qu'Emmanuel Macron se sont fait les porte-parole du lobby financier. Donc à un moment, il faut choisir. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers ou est-ce que l'Europe est au service du bien commun? Est-ce qu'on est là pour aider les milliardaires et les banquiers et les traders ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre l'argent au service du bien commun, la justice sociale, le climat et les hôpitaux? Mais alors, depuis le début de votre grève de la faim, est-ce que vous percevez un frémissement à l'Élysée, par exemple? Une demi-heure après que France Inter l'ait annoncé, j'avais un conseiller d'Emmanuel Macron qui m'appelait. On a des contacts et ça leur met une pression médiatique. Quand vous avez une émission de télé, quand vous avez le journal Le Monde, Libération, Ouest France, Le Soir, on a des journaux dans 5 pays qui ont fait des papiers et plutôt bons. Tout à l'heure, j'ai fait l'interview pour une radio, c'est plutôt une radio pas spécialement progressiste, mais le journaliste me disait « mais oui, c'est scandaleux ». C'est juste normal. Tous, on paye de la TVA. Pourquoi il y a 0,0 sur les marchés financiers? Dans nos Facebook Live, on a reçu en même temps le soutien d'un des plus grands banquiers belges, Bruno Coleman. Bruno Coleman est venu dire qu'il nous soutenait. Et en même temps, on a Extinction Rébellion. À la commission des budgets, il y a Johan van Overveld, qui est l'ancien ministre des Finances belge. Il y a 5 ans, c'est lui qui a bloqué pour la Belgique la taxe sur les transactions financières. Et maintenant, la Belgique est d'accord. Donc on voit que les mentalités bougent, mais que le lobby bancaire continue à bloquer. Bruno Coleman, qui est le patron d'une banque en Belgique. Il est venu pendant un quart d'heure pour dire qu'il soutenait notre action et qu'il soutenait la taxe sur la spéculation. Est-ce que la Belgique donne l'exemple, quelque part? Le nouveau gouvernement a décidé d'une cotisation de solidarité, d'une taxation sur les portefeuilles d'actions. C'est la taxe sur les transactions financières avant la lettre. Ça fait du bien de voir que le nouveau gouvernement en Belgique, qui vient de s'installer il y a quelques semaines, déjà a pris une décision. Il y a des gouvernements qui prennent des mois pour se mettre d'accord. Déjà, il y a une décision. Et effectivement, au niveau belge, ça montre qu'on peut déjà agir au niveau d'un pays. Et le nouveau gouvernement belge va demander de le mettre sur la table au niveau européen. Et dans nos Facebook Live, on aura eu 3 ministres belges de 3 couleurs différentes en une semaine. Zakia, la ministre du Climat, Paul Magnette, qui n'est pas ministre, mais qui est patron des PS, et Jean-Luc Ruck, qui est le ministre des Finances, qui est un proche de Charles Michel. Donc, dans nos Facebook Live, on a maintenant des militants associatifs, des climatologues, des chefs d'entreprise, des chercheurs, et pour la Belgique, 3 couleurs politiques différentes. Alors, Olivier de Scutter a une question pour vous. Vous êtes d'accord de l'écouter? Avec plaisir. On y va. Alors bonjour Pierre, moi je voudrais poser une question sur l'objectif de cette grève de la faim que tu as entamée il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Cette grève de la faim vise à encourager les États à s'entendre enfin sur une taxe sur les transactions financières
que pour l'instant une dizaine d'États soutient à travers une coopération renforcée. Mais il y a d'autres sources de financement des politiques européennes qui présentent aussi un intérêt manifeste pour nos combats. C'est la taxe carbone à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, c'est la taxe carbone imposée aux importations dans l'Union européenne, c'est la taxe sur les entreprises numériques, sur les entreprises dites GAFAM, c'est d'autres sources de financement qui pourraient être également explorées. Alors pourquoi focaliser le combat sur la taxe sur les transactions financières aujourd'hui? Retour sur notre plateau au Parlement européen, Pierre Larrouturou. En bref, pourquoi cette fixette? Ce n'est pas une fixette, c'est juste que la présidence allemande, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside l'Europe, nous dit qu'on ne peut pas négocier sur des choses qui sont des très bonnes idées. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier Schutter, comme très souvent. Simplement, la taxe carbone aux frontières, elle n'est pas prête techniquement. C'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'il y a comme carbone quand un objet arrive. Donc c'est une très bonne idée, le Parlement la soutient. Moi, je la soutiens depuis des années. Je travaille avec un climatologue, Jean Jouzel. Ça fait 7 ans qu'on dit qu'il faut une taxe carbone aux frontières. Simplement, donc c'est une taxe qui viserait des produits étrangers, par exemple chinois, qui seraient fabriqués selon des normes environnementales qui ne sont pas les nôtres. Voilà, exactement. Voilà. Si on demande aux industries européennes de faire attention à leur production de CO2 et de diminuer le CO2, il ne faut pas qu'on se laisse envahir par des produits chinois ou d'ailleurs. Voilà. Donc simplement, la taxe carbone aux frontières, c'est compliqué. Donc le Parlement pousse, et moi je pousse, mais elle n'est pas prête. On aura peut-être une proposition en juin prochain. La taxe digitale, c'est une très très bonne idée. Mais chaque pays dit je peux le faire tout seul, donc ce n'est pas de l'argent pour le budget européen. Donc la seule qui est prête techniquement, qui rapporte beaucoup, 50 milliards, et qui est acceptée par un grand nombre de pays et qui est propulsée par beaucoup de citoyens. En France, c'est 70% des citoyens qui sont pour la taxe sur la spéculation. En Allemagne, 80%. Angela Merkel, en 2014, avait dit aux Anglais « Arrêtez votre veto ». Angela Merkel était allée à Londres pour dire « Shut up aux Anglais, on veut taxer la spéculation ». Donc celle qui est prête techniquement, qui rapporte beaucoup, 50 milliards par an, et qui fait un consensus, c'est la taxe sur la spéculation. Mais ça n'est pas une fixette. Dans tout, le Parlement européen propose 5 façons de gagner plus d'argent sans taxer les citoyens, 5 façons, et la TTF est celle qu'on peut obtenir dans les semaines qui viennent. On continuera le combat l'année prochaine pour d'autres. Et le Parlement soutient donc cette idée, ce projet de taxe sur les transactions financières. Si vous ne tenez pas satisfaction, le Parlement pourrait bloquer le futur budget 2021-2027. Tout à fait. Ce serait une manière de faire pression. C'est le Parlement européen depuis 3 ans dit qu'il faut trouver plus de moyens sans taxer les citoyens. C'est depuis 3 ans et le Parlement dit si nous n'avons pas un accord, nous stopperons le budget. Simplement, on sait tous qu'on n'a pas envie d'une crise. Quand on voit la gravité de la situation, on n'a pas envie qu'il y ait une grosse crise au niveau européen. C'est pour ça que vous sentez du stress et c'est pour ça que je fais cette grève de la faim. C'est qu'on n'a plus que 2 semaines ou 3 semaines. Si on veut tenir le calendrier, si on veut que l'argent arrive le 1er janvier un peu partout, on n'a plus que 10 jours, 3 semaines pour gagner. Et nous, de toute façon, moi, je continue ma grève de la faim tant que la négociation n'est pas finie. Et puis là, tous les jours, toutes les heures, il y a des réseaux qui me disent « mais comment on peut faire campagne ?» Donc je pense qu'on va faire campagne sur les réseaux sociaux jusqu'au Conseil européen du 10 et du 11 décembre. Le Conseil européen du 10 et du 11 décembre qui doit finir l'année avec une décision majeure sur quelle est l'ambition pour le climat. Et vous pouvez tous nous aider. Il y a un site internet taxonslaspéculation.eu. Vous avez taxonslaspéculation.eu et chacun peut diffuser des vidéos. Je finis là-dessus. On pensait faire une très grosse manif le 11 octobre avec toutes les ONG, tous les syndicats. À cause du virus, ce n'était pas possible. Mais les réseaux sociaux, c'est fondamental. Quand on a lancé l'idée de la Banque du Climat il y a 5 ans avec Jean Jouzel, tout le monde rigolait. Et puis j'ai fait une vidéo qui a fait 5 500 000 vues. Et quand on a fait 5 500 000 vues, Emmanuel Macron a dit qu'il était tout à fait d'accord. Donc si chacun de ceux qui nous regardent, chacun de celles, vous pouvez tous les jours appeler 2 ou 3 personnes pour prendre de leurs nouvelles et puis leur dire est-ce que tu as diffusé les vidéos qui parlent de la taxe sur la spéculation, va sur le compte de Pierre et diffuse les vidéos. Je suis sûr qu'en 15 jours, on peut faire pression sur nos chefs d'État. Merci. À côté de vous, Pierre Larrouturou, une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez laquelle? La bonne. La bonne. Je ne sais pas si j'aurai la bonne réponse, mais... Vous l'ouvrez et vous la lisez à haute voix. Est-ce que vous rêvez parfois d'une bonne entrecôte frite mayonnaise? Mayonnaise, non. Le reste, oui. Il y a déjà plein de gens qui m'ont dit, quand tu as fini, tu viens dîner à la maison, voilà. Oui, honnêtement, je suis plutôt gourmand, je suis un bon béarnais, donc j'ai déjà perdu 5 kilos, mais j'ai de la réserve. Parfois, j'ai faim. Et je pense à ceux qui sont en Afrique. Moi, j'ai fait 2 jours à Bamako il y a quelques années, ça m'a frappé. Donc, quand j'ai faim, je pense à ceux qui sont en Afrique. Voilà. Mais oui, si dans 10 jours, dans 2 semaines, j'ai fini, je serai content de retrouver une vie normale. Je suis plutôt un rigolo dans ma vie perso. En tout cas, Pierre Larrouturou, votre ventre ne s'est pas encore réveillé. Mais en revanche, aujourd'hui, l'esprit se révolte.
Ça, c'est le titre de votre dernier livre, bien sûr. Vous parlez notamment du climat. Merci Pierre Larouturou. Merci beaucoup. De vous être arrêté à Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe ici au Parlement européen d'avoir réalisé cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.